Bien, nous allons donc débuter cette rencontre en compagnie de Serge Bloch, Philippe Mater et Christian Heinrich. Merci de nous rejoindre. Donc avec 3 auteurs et ou illustrateurs, entre autres pour la jeunesse. 3 auteurs illustrateurs issus de l'école des Arts Déco de Strasbourg et tous les 3 aussi des cours de Claude Lapointe. 3 auteurs dont les personnages, certains des personnages et des histoires sont d'immenses succès et peut-être si vous n'en connaissez pas les noms, je suis sûr que vos enfants les connaissent tous par cœur. J'ai à ma gauche Serge Bloch. Alors Serge, vous exercez dans plusieurs domaines puisque vous dessinez aussi pour les adultes, pour la presse, y compris pour la presse étrangère. Vous dessinez des affiches, vous illustrez des campagnes publicitaires et vous réalisez des expositions dans les musées. Et pour la jeunesse, on va en parler. Pour vos personnages les plus connus sont Max et Lily et puis Sam Sam, évidemment, le plus petit des grands héros pour lequel Max et Lily, c'est une collaboration avec Dominique de Saint-Mars. Je ne sais pas si on prononce le S. Saint-Mars. Saint-Mars, voilà, avec Dominique. Et... Et donc Sam Sam, vous êtes à la fois le dessinateur et le créateur, l'auteur des histoires de Sam Sam. Christian Heinrich, pour ce qui vous concerne, vous avez réalisé de nombreux voyages et du coup de nombreux carnets de voyage qui sont magnifiques. Mais en jeunesse, c'est la rencontre avec Christian Jolibois qui va être pour vous décisive, puisque avec lui, vous allez créer la série des petites poules, qui est une série au succès qu'on connaît, 18 albums, il me semble, si j'ai bien... 19, j'en oublie un. Et donc à ce jour, un succès non démenti depuis le premier album, il y a 20 ans déjà. Et donc un succès qui perdure. Comme quoi les succès aussi en littérature jeunesse peuvent être sur la durée. Et puis, donc nous recevons Philippe Mater. Philippe, vous avez une formation de typographe, vous devenez illustrateur indépendant en 1982 et c'est il y a tout juste 30 ans, donc un succès encore plus long, que vous avez créé le personnage de Minilou, que vous avez aussi illustré sous différentes formes. On parlera aussi des adaptations qu'il y a eu pour les uns et les autres de vos personnages, mais pour ce qui concerne Minilou, il y a eu des albums, des petits romans, il y a eu des BD, et puis donc pour les 3, une adaptation pour la télé sous forme de dessin animé. Donc la première question que je vais vous poser, puisque la thématique c'est comment faites-vous pour toucher à ce point le cœur des enfants. D'abord c'est vous êtes si tout se passe bien vous êtes illustrateur et ou auteur pour la jeunesse, entre autres, mais est-ce que justement, dans votre parcours de départ, dans vos intentions, dans vos parcours de vie, l'illustration jeunesse était prévue ou est-ce que c'est arrivé un peu par hasard? Ah, c'est Philippe qui doit répondre le premier. Alors, ouais, moi je suis le moins à l'aise avec un micro. Alors moi je dessinais toujours. J'ai eu la chance, j'ai pas été longtemps à l'école, j'ai été dans un lycée professionnel où il y a un prof de dessin qui m'a dit tu dessines bien, tu devrais faire les arts déco. Et quand je suis rentré aux arts déco, j'étais en pub, ça découlait de la typographie. Et on a eu des cours en commun avec l'illustration, et quand j'ai vu l'illustration, j'ai eu vraiment un flash et j'ai dit mais c'est ça que je veux faire. C'était une évidence. J'ai eu la chance d'être accepté dans l'atelier de la Pointe et pour moi c'était une évidence de faire des livres pour les enfants. Vraiment, j'ai aucun... Et cette évidence, vous l'expliquez ou pas ? Oui, parce que c'est forcément lié à l'enfance qu'on a. Alors je peux l'expliquer, mais c'est peut-être pas vraiment. Ouais, ça va pas être... Non, on n'est pas là pour pleurer. Non, ouais. Mais par rapport à votre enfance, à vous, l'idée de la part d'enfant peut-être qu'on a en nous et que... C'est-à-dire que disons que c'était pas terrible et que on crée un univers qui est chouette, quoi, pour faire court. Christian, pour ce qui vous concerne, puisque je parlais en dernier, comment est-ce que c'est arrivé? Donc, puisqu'il y a aussi d'autres types d'illustrations, est-ce que l'illustration pour la jeunesse était une évidence aussi ou pas? Je pense pas du tout. Pour moi, j'ignorais quel était le métier qu'on pouvait nommer à ce moment-là illustrateur. En quoi ça consistait? Je ne savais absolument pas. Et donc, dans les années 70, exactement
comme vient de le dire Philippe, je crois qu'on fait partie d'une génération de gens qui sont nés avec une littérature jeunesse frétillante, on va dire, qui dans les années 70 était quand même encore un peu, je dirais, inexistante en France. Enfin, elle existait, mais elle était très fébrile, quoi. Enfin, on commençait à penser, mais peut-être qu'on va en parler après, mais à penser des livres pour les enfants. Et donc, voilà. Et on a eu des enseignants qui, miraculeusement, nous ont eu cette connaissance de l'école des arts décoratifs de Strasbourg, comme on l'appelait à l'époque, avant l'AIR, aujourd'hui. Et j'ai eu en terminale une prof de dessin qui m'a dit « Mais tu aimes raconter des histoires, tu aimes dessiner des personnages, tu aimes dessiner tout court, il faut que tu fasses le métier d'illustrateur, de raconteur d'histoire, quoi. » Et là, j'ai ouvert grand les yeux en me disant « Mais je sais c'est quoi ?» Voilà, donc ça, c'est les années 80, où il n'est pas du tout évident de formuler l'idée qu'on est illustrateur, alors même qu'on pratique d'une certaine façon, de façon libre et inventive, le métier d'illustrateur depuis qu'on est petit, quoi. Depuis que je tiens un crayon, gamin, je ne fais qu'inventer des histoires. Je ne fais que compléter des récits que j'ai lus ici et là, dans la presse, dans des albums BD. Et je les reprends et je fais la suite, parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, il fallait attendre 1 an souvent pour avoir la suite d'un album génial. Et donc, en attendant cette suite-là, moi je dessinais, je crayonnais. Et donc, c'était pas du tout, non, enfin, pour répondre très simplement, c'était pas du tout évident de se formuler l'idée d'être illustrateur, quoi, à ce moment-là. Et du coup, alors peut-être question subsidiaire pour les trois, à partir de quand vous êtes, dans votre parcours, vous êtes senti illustrateur? Est-ce qu'on se sent illustrateur? Est-ce qu'on se sent légitime? Vas-y Serge. Non. Juste pour en rajouter un tout petit peu, c'est vrai que le métier d'illustrateur n'existait pas vraiment quand on a commencé. Ça commençait à exister seulement. La génération avant nous, bien sûr, de Claude Lapointe ou de Nicole Claveloux, est arrivée en même temps que l'édition pour la jeunesse a explosé pour des raisons économiques et industrielles. Dans les années 60-70, les groupes d'édition comme Gallimard ou Bayard ou Nathan ont développé des secteurs jeunesse. Et nous, on est arrivé à ce moment-là. Moi, je suis un tout petit peu avant toi, peut-être. Il y a 9 ans. Je suis beaucoup plus vieux que lui. Non, il fait jeune, mais il n'est pas si jeune. En tout cas, c'est vrai que quand on est arrivé, on a eu la chance de croiser ce moment. Et à ce moment-là, il y avait plus d'éditeurs que d'illustrateurs, à peu près. Donc, on trouvait du boulot assez facilement, surtout en jeunesse. Et c'est comme ça qu'on a commencé par la jeunesse. Moi j'aimais le dessin, j'aimais le dessin de presse, j'aimais toutes sortes de dessins, sans le savoir. Quand je suis arrivé aux Arts Déco, je ne sais pas pourquoi je suis rentré aux Arts Déco, je ne savais même pas qu'il y avait un atelier d'illustration. J'ai vu tout d'un coup les diplômes, je me suis dit, mais merde, mais c'est ça, effectivement. C'était un vrai hasard, une vraie chance que cet atelier existe à ce moment-là. Et que si je n'avais pas ouvert cette porte, je pense que je serais peut-être pas du tout... J'aurais pas eu la vie que j'ai eue aujourd'hui. Alors après, pourquoi on fait des bouquins pour les mômes? Pourquoi oui, pas, hein. Pourquoi pas? En fait, c'est quand on aime dessiner, on va assez facilement vers la jeunesse parce que c'est un mode de communication évident, hein, et parce que c'est un grand plaisir de rencontrer des lecteurs jeunes. Et alors, la question, c'était quoi la deuxième? La deuxième, c'était à partir de quand vous vous êtes senti illustrateur légitime? À partir de combien de... Non, de toute façon, on n'est jamais légitime au sens, je ne sais pas ce que ça veut dire. On est illustrateur. Moi, je préfère le mot dessinateur qu'illustrateur. Dessinateur? Parce que, d'abord, illustrateur en France, c'est un peu plus réduit, parce qu'on dit dessinateur de presse, ou on dit dessinateur de bande dessinée, donc je trouve que dessinateur, c'est un mot plus large que illustrateur. Mais bon, c'est pas honteux comme métier. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, donc chacun, vous avez des séries phares, on va dire ça comme ça, même si effectivement, ce ne sont pas les seules séries et les seuls albums que vous créez. Donc, question à tous les trois, comment sont arrivés Minilou, Sam Sam et puis les petites poules?
Comment est-ce que ces personnages ont été créés et est-ce que vous aviez imaginé que ça allait être des séries comme ça qui allaient durer? Alors, ouais, pour revenir sur le terme illustrateur, moi j'ai fait des arts déco et j'étais illustrateur. Donc ça veut dire que je recevais des textes d'éditeurs que j'illustrais. Et comme j'ai pas dépassé le stade de la 3e, j'avais jamais osé écrire un texte parce que je faisais des fautes, tout ça. Donc le texte, c'était sacré. Mais je recevais de temps en temps des textes qui étaient vraiment pas terribles. Et à un moment, j'ai eu un texte que je ne dirais pas. Enfin bref. Et je me suis dit, mais ça, je peux l'écrire aussi. Du coup, j'ai un peu décomplexé et j'ai fait une histoire. Et alors, maintenant, je vais dire un truc, une banalité. Il y a 30 ans, il y avait plus d'histoires de méchants loups que de loups rigolos. Il y en avait, je ne vais pas dire qu'il n'y en avait pas. Mais moi, je voulais faire un loup qui soit un enfant. Et je voulais c'était ma première histoire, ça s'appelait Mini-Loup, le petit loup tout fou, et qui veut faire peur. Alors, il essaye de faire peur, mais comme c'est un enfant, il ne fait pas vraiment peur. Et j'ai fait cette histoire et j'ai proposé à plein de gens, personne n'en a voulu, sauf Hachette qui me l'a pris. Mais c'était juste une histoire comme ça. Et elle est sortie, elle a bien marché. Et du coup, on m'a dit, tu veux en faire un deuxième? J'ai dit, bah ouais. Et ça a commencé comme ça. Mais vraiment, il n'y avait pas de projet plus qu'une histoire, quoi. Mais le choix du loup, il est venu naturellement parce qu'effectivement, il y avait plein de méchants loups à l'époque, ou il n'y a pas une histoire de renard aussi? Oui, mais là, oui, du coup, c'est un peu plus compliqué parce que j'avais fait un petit renard avant. À l'époque, il y a toujours un salon du livre à Bologne qui est un gros salon du livre. J'avais réussi à placer ce petit renard chez un éditeur et je voulais faire des histoires, mais après ils m'ont dit bah non, nous on fait que de l'imagerie et des jeux et des choses comme ça. Et mon petit renard très gentil, il était un peu mort, du coup je pouvais pas faire d'histoire avec, et j'ai fait un mini loup qui était un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, qui était un peu plus gueulant. C'est un peu mais l'idée était la même, quoi, de faire voilà. Et donc tant mieux tout est bien dans ce truc-là. Tous ces hasards sont fascinants, quoi, pour moi, avec le recul. Alors Christian, les petites poules, la rencontre avec Christian Jolibois. Christian Philippe. Christian Heinrich avec Christian Jolibois. Avec Christian Jolibois. Tout à fait. La rencontre avec Christian et la création des petites poules se fait comment? Alors, grâce à une amie conteuse qui nous connaît l'un et l'autre en 1995 et qui se dit un soir, elle habitait à ce moment-là à Paris, elle m'a dit, si tu viens un jour à Paris, je te présenterai Christian Jolibois. Il faut absolument que vous vous rencontriez. Je pense que vous avez des choses à vous dire, à vous raconter. Et effectivement, on se fait un premier dîner où je dirais c'est comme un coup de foudre, quoi. Moi, je viens à ce moment-là du documentaire comme illustrateur de dessins réalistes, un peu froid, un peu technique, et j'ai un vrai désir depuis de longues années, 2-3 ans peut-être, de rentrer dans la fiction, d'écrire moi-même des histoires, de rentrer dans le scénario, de mettre la main à la pâte, quoi, en fait. Et de pas seulement dessiner, mais d'inventer des histoires. Ça me démangeait, véritablement. Et Christian Jolibois, à ce moment-là, n'est pas mais il est pas tout à fait un écrivain jeunesse. Il est comédien. Il monte, c'est-à-dire il joue des spectacles qu'il écrit et qu'il va jouer sur scène. Il monte sur différentes planches dans différentes régions, différents pays, un peu la Suisse, voilà, enfin beaucoup en France évidemment. Et quand on se rencontre, il est pleinement comédien. Et c'est, je crois, là que se joue quelque chose de très intéressant entre lui et moi. C'est que il ne se positionne pas comme un auteur qui va écrire un texte que l'illustrateur ensuite va essayer de transformer, auquel il va tenter d'ajouter tel ou tel complément d'image, etc. Mais il m'intègre tout de suite comme un créateur d'histoire. Et très vite, on se met à inventer des histoires dans les années qui suivent. On essuie quelques plâtres, enfin, on apprend à se connaître, on devient de vrais amis aussi, et ça c'est un cheminement évidemment important. Et en 1997, lors d'un voyage en Nouvelle-Calédonie,
il voit descendre d'une colline une petite poule qui traverse la route. Il freine pour ne pas l'écraser et il la regarde faire et elle traverse la plage. Et elle s'arrête devant la mer qu'elle regarde. Et là, il se dit, tiens, une petite poule qui veut voir la mer, ça ferait une bonne histoire. Et il écrit ce sketch parmi d'autres pour le théâtre. Et il me dit un jour, en 98, 99, il dit, viens voir ce spectacle que je joue à Paris, il a vraiment du succès. Entre autres, une histoire parmi celles-là, donc c'est la petite poule qui voulait voir la mer. Je vais voir ce spectacle, je vois les enfants qui rient, je vois Christian qui joue sur la scène. Et en fait, je dis, mais il faut qu'on en fasse un album. Et donc, ce n'était pas une idée de série que nous avions, mais une idée d'un album. La petite poule qui voulait voir la mer. Donc, on met 1 an à ce moment-là pour la transformer, adapter ce récit théâtral en album, en l'enrichissant. Et moi, je me sens à ce moment-là assez illégitime, pour revenir sur le mot d'illégitimité, pour faire des histoires de fiction, parce que je viens du documentaire. Et je me dis, un petit livre de poche, ce sera parfait. Donc chez Pocket, ce ne sera pas vu, ce sera discret. L'histoire faisait 48 pages, incompressible. On s'est dit, c'est beaucoup trop de pages pour un album classique en littérature jeunesse. Et puis bon, je me dis, comme je ne fais pas d'album et que je ne me sens pas de cet univers-là, je dis un petit livre de poche très discret, ce sera parfait. Et l'éditeur l'accepte. En même temps, on est dans les fin des années 90, comme l'évoquait Serge, une autre période de l'édition où les grands groupes se rachètent. Enfin, il y a la mondialisation, tout le monde est sur des sièges éjectables. Et l'éditrice qui accepte ce projet, elle est catapultée et remplacée par une autre qui arrive, qui casse le contrat en 2, voire en 3. Donc on a de très mauvaises conditions et on se dit on va pas le faire ici, mais quand même, entre-temps, le projet avait été aussi refusé par Flammarion, qui a regretté des années durant de ne pas avoir pris la petite poule. Mais bon, c'est comme ça, hein, un éditeur peut se tromper aussi. Et donc voilà, et ce petit album est accepté par la nouvelle équipe quand même, retenu, et fait une aventure en 1 an incroyable, une percée on va dire. Et 1 an et demi après, l'éditeur nous dit faites-nous une suite, hein. Franchement ça marche trop bien. Et donc on se dit essayons de réfléchir à ce qui pourrait être la suite. Donc on crée un tome 2 et puis l'année d'après un tome 3 en trouvant ça de plus en plus rigolo. Et là on se dit il y a une pelote qui n'a pas été tirée, c'est celle de l'univers des poules. Parce qu'en littérature jeunesse, effectivement, tu parlais du loup, du renard, tout ça avait été 1000 fois, je dirais, réutilisé, réemployé. Mais les poules, par la petite poule rousse, il n'y avait pas grand-chose. Et en écrivant tout doucement le tome 2 et le tome 3, on s'est aperçu qu'il y avait une mythologie, des proverbes, des traditions sur l'œuf, la poule, le coq, tous ces symboles qui n'ont jamais été utilisés en littérature jeunesse. Et des proverbes, et puis effectivement une mythologie incroyable. Et on s'est dit allons-y quoi. Et on n'a pas fini de dérouler la pelote. Et on espère que ça va continuer, bien sûr. Pardon d'avoir été très long. Pas de souci. Serge Bloch, Sam, il arrive comment dans votre parcours? Quel a été le déclencheur? Et là aussi, est-ce que vous aviez imaginé en faire une série régulière? Alors, en fait, ma première série, c'est Max et Lily, qui est née de la collaboration avec Dominique de Saint-Marc, que je connaissais parce qu'on a tous les deux travaillé ensemble dans des journaux pour la jeunesse à Bayard, où j'étais directeur artistique, elle était rédactrice, elle était journaliste. Et elle était spécialisée dans les rubriques famille, dans ces journaux qui sont des journaux pour la famille. Et en fait, elle avait cette idée d'adapter en livre, en série déjà. Donc de créer des personnages. Comme on était déjà dans la machine, puisqu'on était à Bayard, comme directeur artistique, moi et elle comme journaliste, on voyait bien le succès que rencontraient et le rendez-vous que c'était la récurrence de retrouver des personnages dans les bandes dessinées, etc. Parce que nous, c'est une petite bande dessinée, Max et Lily.
Donc le projet depuis le départ était de faire une série. C'était pas comme vous qui était un premier livre. Nous, on a trouvé un éditeur qui s'est lancé avec nous. Le premier éditeur, Bayard, nous avait refusé. Aussi, c'est classique de se faire... l'éditeur à l'époque, il croyait pas trop. Et on a un éditeur qui s'est lancé avec nous, Calligramme. Mais ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu attendre au moins 3-4 ans avant que ça marche. Parce que c'était un petit peu compliqué. C'était des histoires de la vie quotidienne. À l'époque, c'était pas c'était pas courant. Il n'y avait pas beaucoup de séries comme ça. C'était pas de la fiction. C'était vraiment la vie des enfants. Au bout de 4-5 ans, on a commencé à rencontrer un vrai succès et qui s'est pas démenti depuis, parce que ça fait maintenant... presque 30 ans, je crois que ça existe, pas loin de 30 ans. Et Sam Sam est venu après, parce que quand j'avais fait pendant déjà 5-6 ans de Max et Lily, j'avais envie de faire autre chose. C'était à l'époque où il y avait les Pokémon qui sortaient, et je voyais cette créativité, mais avec une agressivité commerciale qui me plaisait pas tant que ça, parce que c'était quand même beaucoup pour piquer le fric des mômes, la petite carte à 5 francs à l'époque. Donc je me disais, c'était quand même sympa d'essayer d'aller de ce côté-là de la fantaisie, mais en étant un petit peu plus généreux et un peu moins cupide, même si on est content quand les livres se vendent, hein, mais le but, c'est quand même pas de faire des univers cannibales. En fait, donc Max et Lily, c'était la vie quotidienne, donc je me suis jeté dans ce petit projet de petits héros. Et en fait, j'ai la chance d'avoir de bonnes relations avec Bayard qui m'a permis d'être publié dans leurs journaux. Ça me permet, comme je suis assez fainéant, d'être obligé tous les mois de faire une petite histoire. Et alors, mes univers se construisent comme ça, petit à petit. Même chose pour un troisième univers que j'ai inventé avec un de mes copains qui dessine. Du coup, c'est moi qui fais que les histoires. Donc Max et Lily, je fais que les dessins. Sam Sam, j'ai fait les dessins et les histoires. Et Zouk, je ne fais que les histoires. Et c'est Nicolas Hubèche, qui est un superbe dessinateur. Et en fait, ces séries, elles durent. C'est ça qui est affreux. C'est affreux avant. Parce que Max et Lily, je pensais que ça durerait quand même, mais ça dure toujours. Sam Sam, je pense, Sam Sam, ça fait 20 ans, je crois que ça existe. Et Zouk, ça fait 15 ans. Donc ça veut dire que c'est comme des mômes. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais alors justement, Sam Sam, il n'y a pas aussi une histoire avec votre fils par rapport à Batman? Oui, bah ça c'est juste la genèse du personnage, parce qu'effectivement, il était petit et il était passionné par Batman, comme tous les gamins. Je ne comprenais pas bien pourquoi. Et un jour, il y avait une petite anecdote comme ça. On lui avait fabriqué un pauvre petit déguisement de Batman en carton et tout. C'était un enfant battu, vous savez. Et on a des copains qui arrivaient le soir et ça sonne à la porte. Et il ouvre la porte et il se tombe nez à nez avec son copain Louis, qui était, lui, déguisé en magnifique costume de Batman en plastique et tout. Alors, ça a été un choc. En tout cas, de ça est née l'idée que les super-héros, c'est un univers vraiment intéressant pour les gamins. Et puis alors, c'était un peu démagogique, parce que c'était un peu... je pensais que toutes les mamans sont des mamans de super-héros. C'était ça un peu la baseline. Et en plus, votre fils s'appelle Samuel. Oui. Alors donc Sam Sam, il devait s'appeler Bat Sam d'habitude, mais on a eu peur de Marvel. Possible qu'il y aurait eu des procès. Alors, ces séries, ces personnages, pourquoi est-ce que, à votre avis, ils plaisent autant aux enfants, et comment est-ce que vous vous y prenez, puisque c'est l'intitulé du débat, pour qu'ils touchent autant les enfants? Bon, c'est moi qui commence ce coup-ci. En fait, on fait tout pour que ça plaise aux enfants, quand même, honnêtement. Ça se fait pas... Ça tombe pas du ciel, c'est un vrai plaisir d'écrire des choses, de faire attention à ce que les enfants comprennent ce qu'on raconte quand on écrit, de jouer avec les mots, mais de jouer avec eux. Enfin, je pense que c'est pas la même chose pour vous, hein. C'est vraiment un plaisir complet et simple de vouloir communiquer avec eux. Tout est quand même pensé pour leur donner de la liberté, leur donner le goût de l'humour. De leur donner, enfin, dans les 3 séries, il y a de l'humour, hein, donc de travailler tout ça
pour qu'ils aient un vrai plaisir de petits lecteurs. Donc, les parents ne s'embêtent pas à leur lire leurs histoires aussi. Oui. Enfin, il y a tout un truc qui fait que ça marche, ça se fabrique un petit peu quand même, parce que nos premiers lecteurs, ce sont les parents. Les mamans qui lisent les histoires ou les papas qui lisent les histoires gamins. S'ils s'embêtent, ça marche pas. Hein. Je dirais même les premiers lecteurs, c'est nous-mêmes. C'est en tant que après pour jouer le poncif, quoi. C'est-à-dire on parle à l'enfant évidemment qui est en nous-mêmes, quoi. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois d'abord qu'on se marre, quoi. Avec Christian Jolibois, on passe un temps de cuisson sur chaque histoire qu'on a défini autour de 4-5 mois d'écriture et pas en deçà, quoi. C'est-à-dire en général en une après-midi de rencontre, on tient le thème, la trajectoire de l'histoire et on pourrait se dire dans 15 jours elle est faite, quoi. Mais on laisse reposer, on reprend, on la retravaille, on se marre et on se donne du temps. Et en fait ce temps-là il est précieux. Et c'est par ce temps aussi, je crois, qu'on arrive à toucher, comme vous le dites, donc à ce point précis. Quel point? Donc moi, j'ai envie de dire, comme disait Serge, c'est l'humour, ce point précis. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et puis, comme on est des adultes qui avons été des enfants, évidemment qu'il y a cet aller-retour un peu complexe et fabuleux, quoi, dans nos têtes, de se dire comment ça parle aux gamins, comment ça parle aux grands. Donc déjà il faut qu'on se marre nous et qu'il ne faut pas qu'on considère l'enfant comme quelqu'un d'inexpérimenté. Il a son expérience propre et donc il faut la respecter et essayer évidemment sans cesse de le tirer vers le haut, quoi. Moi j'aime bien souvent dire que quand on écrit, avec Christian, on pense à deux choses, à une espèce de proximité avec le quotidien, c'est-à-dire le quotidien de l'enfant, le nôtre, le monde, comment il marche, quoi, comment il nous énerve, comment il nous enchante. Et cette proximité-là, évidemment, on écrit avec ça. Et puis après, on écrit aussi avec une distance. Et les distances, c'est celle du mythe ou de l'histoire, et qui touche évidemment les grands, quoi, mais aussi les enfants, puisque à l'école, on leur apprend tout ça. Et donc, parce que le premier, je dirais, hein, c'est la proximité, je veux dire, c'est quelque chose qui rassure et qu'on reconnaît. Et puis la distance, elle étonne, quoi. C'est quelque chose qui surprend et qui doit nous surprendre aussi quand nous on écrit, quoi. Mais ça veut dire que vous avez les uns les autres, et puis Philippe répondra aussi sur la question précédente, mais vous avez en tête une sorte d'enfant idéal, parce qu'on dit l'enfant, mais l'enfant, comme on dirait, ou les enfants, comme on dirait les Français, donc ils sont différents, ils sont variés, donc, et là on voit bien qu'il y a quelque chose d'universel un peu qui se joue, de commun qui se joue dans vos histoires pour que ça touche une diversité de lecteurs, en fait. Donc comment est-ce que vous avez, je sais pas, comment est-ce que vous imaginez cet enfant ou l'enfant lecteur qui en fait va représenter un petit peu tous les enfants? Ouais, bon, alors moi je vais rebondir sur effectivement l'humour qui est une chose qu'on m'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps et qui depuis devient une évidence, comme l'a dit Serge ou Christian. Il y a un moment, quelqu'un qui m'a dit « tes livres, ils sont drôles ». Et en y réfléchissant bien, on se dit « les enfants, quand même, dans toute cette période d'école, on leur demande « bon, alors il faut que tu lises ça, il faut que tu lises ça, attends, ça c'est pas de ton âge, ça c'est… on les fait chier quand même, pas mal. » Et qu'ils aient un moment de lecture où qu'on leur raconte une histoire et qu'ils se marrent, c'est tout bénef. Après, moi, je me suis rendu compte d'un truc, mais avec ma fille, je n'en ai qu'une, mais les livres qu'elle aimait relire, Max et Lily, la princesse, machin, c'est quand elle s'identifie. À un moment, elle me disait « moi, je suis elle » ou « moi, je suis lui ». Et quand elle disait ça, c'était des séries qu'elle ne quittait pas. Et il y avait tout de suite, elle se retrouve. Après, je ne peux pas dire pour tout le monde, mais mon personnage, c'est un loup. Mais ce n'est pas un enfant. Ce qui fait que… Je veux dire, n'importe quel enfant peut se retrouver dans ce personnage. Je veux dire, moi, je suis comme lui, je fais des bêtises, je me fais gronder.
Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais si j'avais dessiné un petit gamin blond, si le petit enfant il a les cheveux noirs et crépus, il va peut-être pas se retrouver aussi facilement que dans un animal humanisé. Et je pense qu'il y a une identification au personnage qui joue aussi là-dessus. Après, voilà. Oui, c'est ça, la personnification de vos personnages fait que voilà, enfin, Sam Sam, il est humain quelque part, mais il n'est pas tout à fait humain. Pas non tout à plus. fait. Donc du coup, on peut s'identifier plus facilement, quel que soit le type d'enfant. La question ensuite, c'est Madame Bovary, c'est nous, hein, de toute façon. Madame Bovary, c'est vous. Donc Serge Bloch, c'est Sam Sam, il va sortir son costume tout à l'heure et vous verrez ce que vous verrez. On s'identifie toujours quand on lit, hein, même si c'est un personnage qui est loin. Après, les enfants, effectivement, je ne sais pas si c'est... Je n'ai jamais pensé à une enfant idéale ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, j'ai plutôt pensé qu'il y avait autant de sortes d'enfants que de gens. Donc, on n'écrit pas pour un enfant particulier ou on ne dessine pas pour un enfant particulier, on dessine... je sais pas, de toute façon, c'est comme on respire. Nous, je pense que ce qui nous caractérise, vraiment, c'est qu'on doit dessiner comme on respire. C'est vraiment une écriture presque naturelle, j'imagine, chez vous, hein, parce que d'abord, c'est un peu un hasard ou un miracle. Mais moi, j'ai toujours pensé que mes petits personnages étaient vivants. Je le sens pas chez tous les dessinateurs, ça. Mais c'est vrai que j'ai la naïveté de croire qu'ils sont vivants. Et c'est peut-être ça qui les rend vivants de fait. C'est vrai qu'on a envie de les avoir comme copains. Je dirais. Nous, on est un peu vieux maintenant pour les autres. Et une dernière question, comment on fait aussi pour emmener ces personnages aussi longtemps sur ces séries? Est-ce qu'on se lasse? Est-ce que parfois on a du mal à se renouveler? Voilà, parce que c'est effectivement les uns et les autres, 20 ans, 30 ans, c'est une sacrée durée quand même. Donc comment ça se passe pour produire autant de joie pour les lecteurs pendant aussi longtemps? Moi, les petites poules, quand on a fait le tome 1, j'ai eu mon premier enfant. J'ai fait un deuxième enfant et j'ai fait un tome 2. Et après, j'ai arrêté de faire des enfants, mais j'ai continué à faire des livres. Oui, parce que 19, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Mais donc l'enfant idéal dont vous parliez avant, c'était les miens, en quelque sorte. Ils m'ont pas mal inspiré. Mais il y a quelque chose sur la durée qui est assez naturel, c'est-à-dire... on a gardé le rythme de 6 à 7, 8 mois de travail pour un album. Donc déjà, mécaniquement, on ne peut pas en faire 2. Ça, c'est évident, même si l'éditeur nous a sollicité pendant plusieurs années en disant « si vous n'en faites pas un deuxième, un troisième, tout ça, ça va retomber comme un flanc. » Donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Donc j'ai sorti mes carnets, je lui ai montré comment on travaillait et que ce n'était tout simplement pas possible d'en faire 2. Et moi, je lui ai dit, en fait, on est plutôt convaincu qu'il faut ralentir et qu'il faut pas forcément, parce que c'est un succès, en produire plus, mais continuer à un rythme, un battement de cœur normal, et on ne va pas accélérer et s'essouffler. Et en fait, l'éditrice a complètement été d'accord au bout de quelques années avec ce rythme très, très mesuré. Et puis, frustrer les gens, parce que évidemment les lecteurs que j'en vois là, mais qui me disent il va falloir attendre 1 an pour l'album suivant. Il y a des gens qui ont dit c'est trop long. c'est aussi ça qui est plaisant dans une série, c'est qu'il faut un tout petit peu frustrer les gens, et ne pas saturer les espaces d'invention, de rire, de création, de vie, tout simplement. Ça c'est, je dirais, la recette du succès. Et peut-être s'il fallait en trouver une, je dirais, c'est ne pas tomber dans la machine économique, commerciale, marketing, et garder du plaisir à faire les choses. Et garder du plaisir à faire les choses aussi, ouais. L'un et l'autre, vous voulez... on a encore 5 minutes, c'est très, très bien. Vous voulez dire quelque chose, compléter, non? Moi, je sais pas, sur la durée...
moi, souvent, on m'a dit mais t'en as pas marre de faire Mini-Lou, t'aurais pas envie de faire d'autres trucs. Et puis, j'en avais pas vraiment marre. Je me suis dit, bah ouais, peut-être qu'il faudrait que je illustre un texte de quelqu'un d'autre pour changer. Et je l'ai fait, je me suis emmerdé. En fait, la chance que j'ai, c'est que c'est peut-être lié aux bonnes ventes aussi, mais j'ai une liberté totale. Je fais l'histoire que je veux, je la fais comme je veux, on me laisse faire. Donc après, alors je vais dire un truc que grand public ne va pas comprendre, mais je suis laborieux. Je suis pas du tout un bon dessinateur, donc chaque planche, c'est une semaine de boulot, je transpire. Donc d'avoir déjà l'univers en place, c'est un peu rassurant pour quelqu'un qui n'est pas habile, comme lui par exemple. Non mais c'est vrai, pour moi se dévalorise souvent le sans dessin arrêt. C'est une souffrance pour moi, j'en chie quoi pour faire un dessin. Et du coup, après, je peux raconter ce que je veux. J'ai mon personnage, je peux raconter ce que je veux. C'est une liberté, c'est incroyable. Et il n'y a aucune limite, si ce n'est que moi, ma formule préférée, c'est je fais des livres pour les enfants. J'ai une obsession de ça, quoi. J'ai un copain qui dit qu'il avait un joli... qui s'appelle Martin Berthemier, qui était un très grand directeur artistique, avait inventé des journaux comme J'aime lire, etc. Il dit « Mon patron, c'est les enfants ». J'aime bien, je la cite souvent, cette phrase, parce qu'effectivement, on a pas mal de pression commerciale, surtout quand on a un peu de succès. Donc, moi, quand je bossais dans les journaux et tout ça, on avait quand même beaucoup de gens qui sortaient d'écoles de commerce qui nous encadraient, ils savaient tous tellement ce qu'il fallait faire et tout ça. Et heureusement, il y avait des gens comme Martin qui croyaient vraiment en ce qu'il faisait avec une foi et qui avaient une intelligence d'ailleurs commerciale beaucoup plus grande que ces gens qui sortaient d'écoles. Bon, je ne veux pas dire de mal de ces écoles de commerce parce qu'il y a quand même 2-3 personnes qui en sortent qui ne sont pas idiots. Même certains présidents de la République. Ah, zut. En tout cas, mon patron, c'est les enfants. C'était une jolie formule. Mais alors, sur la durée, est-ce que aussi, par exemple, le fait d'avoir des incursions dans d'autres domaines, de temps en temps quitter ses personnages, est-ce que ça permet aussi justement peut-être de pas se lasser, de pas arriver au bout Moi, je suis trop paranoïaque pour m'enfermer dans un univers. Alors, quand Max et Lily a marché, je me suis jeté dans Sam Sam. Quand Sam Sam a marché, j'ai couru après Zouk. Mais en même temps, je faisais plein de choses à côté parce que je suis un peu boulimique peut-être, mais en tout cas, je voulais faire du dessin de presse, je voulais faire des expositions de dessin, je voulais faire, enfin comme toi, tu fais des carnets carnets de voyage, tout ça. S'échappe. C'est bien d'être généreux dans ce qu'on fait, mais moi je peux pas. Et avec des styles très différents aussi. En fait, oui, c'est peut-être un peu schizophrénique, mais ça se rejoint très bien. En fait, les choses finissent par faire sens. Ouais. Eh bien, je crois qu'on va arrêter là parce qu'on doit être quasiment au bout de la rencontre. Merci. Merci beaucoup. Philippe, merci Christian, merci Serge. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur les stands de nos 3 auteurs-illustrateurs pour acheter les albums que vous n'avez pas encore lus. Et puis, on vous retrouve sur la suite du salon. Merci.